l'Iran est obligé de faire attention d'un point de vue militaire. Parce que dans une guerre courte, l'Iran peut se permettre de bombarder comme il veut. Mais dans une guerre longue, Iran qui est sous embargo, Iran qui pour le moment on n'a pas vu de façon concrète un État qui les soutient de façon ouverte, l'Iran a intérêt à tenir compte de son stock et de s'interroger sur comment la guerre va évoluer avant d'agir d'une façon ou d'une autre. Bienvenue sur Africa Power News, la chaîne dédiée à l'actualité politique africaine. Américains et Israéliens avaient pensé que, en décapitant l'Iran par l'assassinat du guide Khamenei, très rapidement, on allait pouvoir avoir une solution. Rappelez-vous les mots de Netanyahou, les mots de Donald Trump, en disant aux Iraniens, bon, c'est comme si nous, on a fait ce qu'on devait faire, le reste, c'est à vous de le faire, sortez et renversez le régime. Ils l'ont dit clairement, ce qui est déjà une anomalie, comment un président d'un pays demande au peuple d'un autre pays de se soulever pour aller renverser leurs propres autorités, et ils n'ont pas eu gain de cause sur ce plan-là. On n'a pas vu véritablement de manifestation. Ça pose maintenant un problème. Est-ce que leur stratégie pour une guerre courte a échoué? Et sachant que la stratégie pour une guerre courte a échoué, il va falloir maintenant intensifier les bombardements pour espérer pouvoir obliger éventuellement les autorités iraniennes à abdiquer. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas du tout le cas, puisque les autorités iraniennes disent qu'ils ne baisseront pas les bras. La deuxième chose, s'ils ont élu un nouveau guide, ça veut dire que le régime, même s'il a été touché, il est encore là. Non, on n'est pas encore dans une régionalisation du conflit, parce que quand vous regardez le Qatar, le Koweït, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, ces pays qui sont attaqués protestent. Mais ils se retiennent pour le moment de participer au conflit. Quand vous écoutez les discours iraniens, ils disent carrément à ces pays, vous êtes nos voisins, vous êtes nos frères, on n'a rien contre vous, nous ne sommes pas en guerre contre vous. Nous nous en prenons aux intérêts américains qui sont chez vous, parce que ce sont des espaces d'information, etc. Donc ça n'a pas encore pris cette dimension régionale, bien que en termes de bombardement, le conflit dépasse géographiquement le cadre de l'Iran en touchant les autres pays. N'oublions pas que l'Azerbaïdjan a été touché, Chypre a été touché, mais de ce côté-là également, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse de la part de ces pays sous la forme d'une entrée en guerre. Mais disons-le clairement, cette régionalisation ou le débordement de cette guerre fait partie de ce que les gens craignent de plus en plus aujourd'hui. Certains même pensent que c'est peut-être ça la stratégie des Iraniens. Pour que la guerre s'arrête le plus rapidement possible, il faut impliquer le plus grand nombre de pays dedans. Comme ça, rapidement, on va vouloir en finir. Oui. Avec Mojtaba Khamenei, on est plus dans la continuité que dans autre chose. Et même une continuité qui peut être accompagnée d'un durcissement du régime. Quand je dis durcissement, n'oublions pas qu'il succède à son père. Son père a été sauvagement assassiné. Pendant l'assassinat de son père, sa femme est morte également dans ces bombardements. Il a perdu des neveux, etc. C'est sa famille qu'on a massacrée. Puisque c'est sa famille qu'on a massacrée, mais ça peut l'amener à prendre une position où il peut se dire, mais il faut qu'on donne une leçon à ces gens-là. C'est pourquoi je parle de durcissement. Le deuxième élément qui peut amener le durcissement peut être lié au fait que, depuis quelques mois, il y a clairement, de la part des Américains et des Israéliens, une tentative de déstabilisation du régime iranien. En appuyant des mouvements de contestation, en bombardant l'Iran plutôt, puisque c'est la deuxième guerre en moins d'une année, mais ces gens peuvent se dire aussi que, attendez, ceux-là sont nos ennemis, un point, un trait. Cette attitude également va se traduire par un durcissement, pas seulement par rapport à eux, mais même à l'intérieur de l'Iran, par rapport à toute personne qui tenterait de remettre en cause le caractère islamique ou bien le régime, tout simplement. Mais l'Iran est obligé de faire attention d'un point de vue militaire. Parce que dans une guerre courte, l'Iran peut se permettre de bombarder comme il veut. Mais dans une guerre longue, Iran qui est sous embargo, Iran qui pour le moment on n'a pas vu de façon concrète un État qui les soutient de façon ouverte,
l'Iran a intérêt à tenir compte de son stock et de s'interroger sur comment la guerre va évoluer avant d'agir d'une façon ou d'une autre. La deuxième chose, et je trouve que c'est la plus importante, personne ne sait ce que l'Iran détient. Ce pays étant sous embargo, ce pays se sachant menacé, a cultivé la discrétion dans tout ce que ce pays-là fait. Cela fait que, comme ça se faisait à Gaza avec le Hamas, il y a des tunnels qui sont creusés, il y a des caches qu'on a créées ici ou là, puisqu'ils savaient qu'il y avait des risques qu'un jour ou l'autre qu'on vienne bombarder le pays. Ça fait que quand on parle, beaucoup de gens se prononcent, mais il y a très peu de gens qui de façon véritable peuvent dire c'est quoi réellement le potentiel militaire iranien. D'autant que, à la sortie de l'autre guerre, on a vu un rapprochement d'un point de vue militaire avec la Chine, avec la Russie. Est-ce que l'Iran en a profité pour s'approvisionner en armes ou pas? On n'a pas véritablement des éléments d'information clairs là-dessus. Imaginez si les gens savaient où se trouve l'arsenal iranien, mais la guerre serait terminée depuis longtemps parce que même pour répondre au bombardement, les Iraniens n'auront plus de moyens pour le faire. Donc, ils savaient cela. Et de plus en plus, c'est ça la guerre. On ne déclare plus la guerre comme ça se faisait de façon traditionnelle, où la personne sait qu'on va lui faire la guerre, elle prend ses dispositions, on bombarde d'abord, et la personne constate. Et il y a eu plein d'expériences où on vient, on détruit ton aviation, pour t'empêcher d'avoir des forces sur le plan aérien, et la guerre commence, vous commencez la guerre en état de faiblesse. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas les avions seulement, les missiles sont là, on peut envoyer sans pour autant utiliser l'avion. On voit l'Iran le faire, c'est la même chose. Si on sait où se trouvent tes rampes de lancement, on vient détruire les rampes de lancement. Quand tu veux, même si tu as des missiles, tu vas les lancer. Comment? Mais ils savaient cela. Raison pour laquelle ils se sont organisés. Et ça étonne même certains que Américains et Israéliens bombardent autant qu'ils ont bombardé et que l'Iran soit capable encore de tirer, alors que vous avez entendu Trump dire on a tout détruit. Bon, je ne sais pas tout chez Trump, qu'est-ce que ça signifie, mais l'Iran continue de répondre. Une guerre a toujours une première victime. C'est malheureusement les populations. Les populations. C'est malheureusement le cas partout. En Iran, c'est le cas, puisque à Téhéran, par exemple, beaucoup de populations ont quitté Téhéran. Et eux-mêmes, ça a été leur stratégie. Ils ont dit aux populations, puisqu'ils sont en train de bombarder Téhéran, quitter la ville, pour réduire le nombre de décès. Mais quand vous quittez une ville sous des bombardements, mais vous devenez des réfugiés automatiquement. Et quand on dit réfugié, il faut regarder tout ce qui va avec en termes de difficultés quand il faut vivre. Quand on est sous des bombardements, qui va au boulot? On n'y pense pas. Qui laisse son enfant aller à l'école? On n'y pense pas. Et à la longue, ça crée un énorme problème parce que la première chose qui crée problème, généralement, c'est le ravitaillement. C'est pourquoi vous voyez, d'habitude, dès après un premier bombardement, tout le monde va dans les grandes surfaces. On fait le vide. Parce qu'on se dit, on ne sait pas si on pourra revenir la prochaine fois. Généralement, autant qu'on peut acheter, on achète pour aller stocker au niveau de la maison. Mais ça montre que ces populations sont en train de vivre l'anxiété. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'entendre ce qu'on appelle les armes lourdes. Moi, je ne sais pas s'il faut appeler ça une chance, mais j'ai eu la chance d'entendre. Même quand ça ne tombe pas sur toi. Quand vous entendez le bruit effroyable que cela fait, mais ça suffit déjà pour une perturbation par rapport à une personne. Surtout que vous êtes là, ça tombe, vous ne savez pas, ça tombe où. Donc autant pour les Iraniens que pour les populations civiles israéliennes, c'est des conditions extrêmement pénibles à vivre. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.